Et vous connaissez ce rendez-vous maintenant à 9h10, le débat du jour avec Louis Dauphren. On revient sur 2-3 thématiques qui font l'actualité. Et ce matin, qu'y a-t-il au programme, Louis Dauphren ? Eh bien écoutez, on va d'abord se poser la question, faut-il augmenter les impôts ? Question un peu taboue, peut-être la fin d'un totem. En tout cas, on y pense sérieusement pour tenter d'éponger les déficits très importants en France, dans un pays où la pression fiscale reste élevée. Donc c'est un sujet extrêmement délicat. Et puis on parlera aussi du synode. La deuxième phase va commencer bientôt. Quels en sont les enjeux, les grands sujets qu'on aimerait voir débattre, les grandes questions qu'on aimerait voir émerger? Est-ce qu'il y a des questions de fond, puis des questions peut-être de forme, d'organisation pour l'Église? En troisième lieu, on s'intéressera à la résistance culturelle iranienne à la lumière d'un film qui vient de sortir, Les graines du figuier, qui pose aussi la question de la manière dont on perçoit l'Iran aujourd'hui, surtout dont ce pays résiste à la dictature. Et pour cela, nous sommes accompagnés ce matin de Fabrice Madoise. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la rédaction de l'hebdomadaire France Catholique, et Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain, chroniqueur à la Croix-l'Hebdo. Vous êtes aussi poète. Nul n'est censé oublier la météo chez Adsolem. Ignorer, mais c'est bien quand même. C'est pas mal pas loin. Déjà. Voilà. Nul n'est censé ignorer la météo. Alors, nul n'est censé ignorer la météo. Merci à tous les deux d'être ici ce matin. On commence aussi par les impôts. Êtes-vous prêts à payer plus d'impôts pour sauver la France? Dites-le nous par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. On attend vos témoignages, vos questions. Êtes-vous prêts à payer plus d'impôts? Dites-le nous. Et puisqu'on en est au correctif, il s'agit du film Les graines du figuier sauvage. Ah oui, j'ai oublié l'adjectif, ce qui est quand même important. On verra cela tout à l'heure en troisième partie de notre débat. On va commencer par cette hausse d'impôts, la fin d'un totem. Après 7 années de baisse d'impôts, Michel Barnier fait sursauter quelques observateurs macronistes en évoquant une hausse des prélèvements au nom d'une situation budgétaire tout à fait étouffante, mais au risque évidemment de se priver de soutien dans sa propre famille politique. Et on sait que son assiette politique est assez étroite. Emmanuel Macron avait fait une marque de fabrique de la baisse des impôts, 50 milliards de baisse depuis 2017 pour les entreprises. Alors, faut-il faire un effort, comme le dit par ailleurs le président de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a demandé un effort exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises et gros contribuables afin de réduire les déficits. Fabrice Madoise, Jean-Pierre Denis. Fabrice. Oui, alors effectivement, on peut se poser cette question au regard de la dette, puisque on parle parfois en fait du mur de la dette, et c'est vraiment en fait ce mur qui se dresse devant nous aujourd'hui. Donc évidemment, parmi les solutions qui peuvent être envisagées, c'est une hausse d'impôts. Cela dit, elle mérite d'être discutée en fait cette solution, cette proposition. Juste un rapide en fait panorama. La dette, c'est quand même 3 159 milliards d'euros aujourd'hui. C'est plus de 111% en fait du PIB. Par comparaison, l'Allemagne, la dette, c'est 66% en fait du PIB. Voilà, donc on a 50 points en fait de plus que l'Allemagne, et en moyenne, cette dette en France est supérieure de 19 points à la dette moyenne des pays de la zone euro, qui tend d'ailleurs à diminuer, alors que celle de la France a augmenté de plus de 950 milliards d'euros depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Alors, il est vrai en fait qu'il y a eu des crises, notamment en fait celle du Covid, mais nos voisins ont été confrontés aux mêmes difficultés et n'ont pas en fait une dette similaire à celle-ci. Et pour donner en fait quelques éléments quand même, puisqu'on parle en fait d'une augmentation en fait de l'impôt sur les sociétés, mais la situation en fait des sociétés, des entreprises françaises aujourd'hui, et François Asselin, le président en fait de la CPME, l'a rappelé hier, est loin d'être florissante. Décrochage de l'investissement, faiblesse en fait de la consommation, croissance atone, un chômage qui atteint encore en fait 7,6%. Voilà, ça c'est le contexte en fait dans lequel et beaucoup de faillites de petites et moyennes entreprises. Et beaucoup de faillites parce que les entreprises, je parlais en fait à l'instant du Covid, l'État en fait leur a accordé des prêts, ces prêts garantis en fait par l'État qu'elles doivent désormais rembourser. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Et donc elles ont des difficultés à rembourser en fait ces prêts, et donc il devient très difficile en fait pour elles. Donc si l'on veut ajouter encore une strate supplémentaire et ajouter à l'imposition, ça sera compliqué, d'autant plus qu'il y a quand même en fait une demande de pouvoir d'achat qui a été exprimée à travers les élections. Donc on est un peu dans la quadrature du cercle. Jean-Pierre Denis. Alors d'abord, vous parlez de hausse des impôts. Attention, là, ce sont des petites phrases imputées au Premier ministre qui, éventuellement, voudrait... Alors, politiquement, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a une coalition qui se met en place. Dans cette coalition, il y a les soutiens d'Emmanuel Macron. Et depuis 7 ans,
il y a ce refus viscéral d'apporter une réponse, en fait. Et puis, effectivement, il y a eu le Covid, à cette crise du financement du modèle social français. Donc, que va-t-il réellement se passer au moment de la loi de finances ? Qui va voter cette loi ? Oui, on parle d'une hypothèse aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement même, est-ce que Michel Barnier atteindra même ce moment du vote du budget ? On n'en est même plus sûr aujourd'hui. Ça fait quand même un certain nombre de jours qu'on attend la composition d'un gouvernement. Et hier, il y avait même des rumeurs en disant il ne va pas y arriver et il va sauter avant d'avoir commencé. Souhaitons-lui que non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement de quoi on parle. En revanche, effectivement, au niveau du diagnostic global, on est bien d'accord. La dette, c'est quelque chose que les Français ne voient pas, ne sentent pas, parce que on en parle, mais c'est quelque chose d'assez abstrait. Or, c'est évidemment un problème majeur, puisqu'on a un modèle social qui n'est pas financé. Et surtout, la structure de la dette. C'est-à-dire que si la dette était, comme c'est le cas au Japon, par exemple, entre les mains des habitants du pays, des Français en l'occurrence, ça serait moins un problème que la dette française qui est beaucoup entre les mains d'investisseurs étrangers. Et donc, on est fragile. On n'est pas à l'abri d'une crise majeure. Donc, ce modèle, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, puisque jusqu'ici, tout va bien, pourquoi pas continuer ? Sauf qu'il n'y a plus de moyens de financer ce modèle social. Il faut quand même rappeler, parce que si c'était si simple, ça serait réglé, il faut quand même rappeler que les prélèvements obligatoires, quand on regarde l'histoire longue, sur quelques dizaines d'années, ils augmentent partout, dans tous les pays. Ils augmentent évidemment particulièrement en France. On est champion du monde. On prélève en fait la moitié de la richesse nationale en fait pour financer des dépenses publiques. Mais en réalité, on finance surtout des dépenses sociales. C'est, je crois, de mémoire, un tiers des dépenses publiques. Et c'est quoi les dépenses sociales ? C'est la retraite et c'est la santé. Donc, en fait, c'est étroitement lié au vieillissement de la population. Et c'est pour ça que ça se produit dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de solutions. Parce que si on dit demain aux gens, on ne va pas augmenter les impôts, par contre, on va baisser vos retraites ou on va vous soigner moins bien, évidemment, c'est juste pas possible. Alors, je suis venu à votre antenne avec une solution. Ça fait plaisir. Je savais que ça vous ferait, Jean-Pierre se lance en politique. Une solution dont je vous promets qu'elle est efficace, elle est même doublement efficace. Attention, j'espère que les auditeurs écoutent bien. Faites des enfants. Alors évidemment, ça ne va pas apporter une réponse immédiate, mais si, immédiatement, vous allez d'abord avoir, vos impôts vont baisser puisque vous aurez moins de parts, vous aurez plus de parts sur l'impôt sur le revenu, donc vos impôts vont baisser immédiatement. Ce qui est une particularité française. Et surtout, on aura un moyen justement de financer ce modèle social. Parce que je parlais des problèmes de vieillissement et des problèmes de santé, c'est précisément lié à la pyramide des âges, à la structure de la population. Donc ce n'est pas propre à la France, c'est un problème dans tous les pays développés. En Asie, c'est majeur. En Chine, c'est une bombe à retardement. Au Japon, c'est la catastrophe. Donc c'est le problème partout. Après, vous créez des allocations familiales. Donc vous créez des ressources à distribuer. Alors, en proportion, ce n'est pas comparable. C'est vraiment la santé et la retraite qui constituent l'essentiel des dépenses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la boutade, c'est qu'on a une vraie question qui est comment on finance le modèle social. Les dépenses publiques, c'est pas dire alors supprimons le Conseil social et le CESE. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Alors c'est vrai que ça sert à rien. Non, mais c'est pas. Non, mais je devance votre pensée. Je le pense profondément. Ça ne sert strictement. C'est un machin qui ne sert strictement à rien. Bon, supprimons-le très bien, mais c'est pas en proportion, en ordre de grandeur. Ça va rien changer au problème majeur. Et les politiques qui donnent ce genre de solution de temps en temps, en fait, ils se moquent un peu du monde. Ils le savent très bien. Voilà, on va économiser d'un côté quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. De l'autre, il faut en trouver des dizaines ou des centaines de milliards. Des millions d'un côté et des milliards de l'autre. Voilà. Non, mais je disais ça pour dire que c'est vraiment la question du modèle social. Donc, c'est pas si simple. Voilà, simplement, on est arrivé à un moment où c'est plus possible de continuer sur cet endettement exponentiel parce qu'à un moment donné, ça va exploser.
Alors, quelques remarques. En fait, Fabrice Madoise. l'ironie de l'histoire, on voit bien les difficultés en fait, qu'a Michel Barnier aujourd'hui à former un gouvernement. L'ironie de l'histoire, c'est qu'Emmanuel Macron a justifié la dissolution en expliquant qu'il risquait une motion de censure, le vote d'une motion de censure au moment en fait, du budget. Le budget, on l'attend toujours. Bon, ça, c'est juste en fait, pour une petite remarque. Et une remarque également en fait, sur le poids de la dette. Le remboursement des intérêts d'emprunt par l'État, c'est 29 milliards d'euros en 2020, 58 milliards d'euros en 2023. Donc on a doublé. Et on pense en fait qu'en 2027, ça sera 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est ce que rembourse l'État en fait, chaque année en raison en fait, de la dette. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc ça donne quand même en fait, une ampleur en fait, du problème. Alors, Jean-Pierre Denis a raison, ça n'est pas qu'une boutade, il a vraiment raison. C'est-à-dire que si l'on ne se projette pas dans l'avenir, si effectivement, alors c'est aussi une question de confiance, il faut rétablir cette confiance, mais si l'on ne fait plus d'enfants en France, et comme dans les autres pays européens, hélas, c'est vrai qu'on hypothèque l'avenir. Et les enfants, ce sont aussi, sous un angle strictement économique, ce sont aussi les cotisants en fait, de demain. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement tenter de relancer une politique de natalité. Osons le mot. Aujourd'hui, ça paraît en fait un gros mot en fait, que de parler de natalité, y compris en fait, dans l'hémicycle. On a bien vu en fait, à l'occasion de débats que cela posait en fait, des problèmes. Mais voilà, essayons effectivement de relancer cette politique de natalité. Aux féministes qui estimaient que la femme n'est pas là pour procréer. Voilà, c'était effectivement en fait lors du débat sur la constitutionnalisation en fait de l'avortement où on en a entendu en fait ces propos-là. Mais certains pays en fait s'y emploient. Alors Giorgia Meloni par exemple a relancé en Italie une politique de natalité. Alors ils ne sont pas encore. Il y a très peu de dispositions en Italie. Il y a très peu de dispositions, mais par rapport à la France, ils sont précisément en train en fait, de remettre, et ça commence à porter ses fruits, même s'ils ne sont pas encore en fait, à l'indice en fait, de renouvellement des générations. Il y a d'autres pays en Europe de l'Est, comme la Hongrie. Donc on voit bien en fait, que certains pays ont mesuré la nécessité et la gravité en fait, de la situation démographique et s'en emparent. Question peut-être un peu naïve, mais à quoi tient le fait que on n'ait pas d'enfants ou on ne désire pas en avoir? Beaucoup d'enfants sont nés, si on regarde, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais beaucoup d'enfants sont nés en 1942, 1943, 1944, dans des périodes où franchement l'incertitude, les tickets de rationnement en France prévaudront jusqu'en 1950, donc avec des situations quand même difficiles. Pourquoi dans les périodes difficiles, on a des enfants? On voit même les images à Gaza. À Gaza, il y avait énormément d'enfants dans des situations quasiment concentrationnaires, alors que dans un pays riche, on n'en a pas ou peu. Alors d'abord, j'emploierai pas le mot concentrationnaire, mais sur le fond, ça veut dire que les politiques natalistes, en réalité, ne marchent pas, ou marchent très imparfaitement. Même, vous avez cité l'Italie et la Hongrie. La Hongrie, c'est un bon exemple. Il y a une vraie politique nataliste. Les résultats sont pas là, et d'ailleurs, c'est tout à fait regrettable. Mais les incitations... Alors, on a souvent dit que le modèle français, qui était effectivement très favorable aux familles, avec les allocations qu'il y avait à l'époque, les allocations familiales sans condition de ressources, un modèle vraiment familial fort, des conditions de garde pour les enfants, pour que les femmes puissent travailler, ne soient pas obligées de choisir entre le travail et la maternité. On a souvent dit que ça marchait, on s'aperçoit que ça marche de moins en moins, parce que c'est peut-être pas, pour revenir à la question des impôts, c'est peut-être pas une question d'impôt en réalité, c'est peut-être pas une question d'argent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si les gens ne font pas d'enfants, c'est parce qu'on est rentré dans une société qui a d'abord peut-être moins de, moins envie de se projeter dans l'avenir. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de jeunes qui disent je veux pas avoir d'enfants parce que dans le monde dans lequel on est, l'écologie, la crise climatique, je veux pas leur laisser une planète comme ça. On entend beaucoup ça. Donc c'est pas une question, on voit bien uniquement, en tout cas, d'incitation, de mode de garde, d'incitation fiscale.
Oui, c'est vrai que pour avoir discuté avec différents ministres de la famille, en fait, ces dernières années, on entend toujours concilier en fait la vie professionnelle et la vie familiale. Bon, ça a été l'alpha et l'oméga de cette politique, et on voit bien en fait que ça ne suffit pas. Sur la Hongrie, il y a quand même un redressement en fait de l'indice de fécondité. Hein. Je crois que de mémoire, on est passé de 1,25 à 1,50. Enfin bon, voilà. Donc il y a quand même en fait un léger progrès. Mais la question en fait véritable, quand on a des entretiens d'embauche avec les jeunes, par exemple. Les jeunes nous disent, ils vous posent la question du sens. Hein, voilà, ils veulent avoir en fait des perspectives, ils veulent, voilà, ils ont des valeurs, bon, très bien. Est-ce que cette société, en fait, qui est une société consumériste, les satisfait de ce point de vue-là ? Moi, je pense qu'il y a un grand vide spirituel et que ça contribue également, malheureusement, à l'effondrement de la natalité et de la fécondité. Quand on ne sait pas, en fait, où l'on va, quand on ne sait pas d'où l'on vient, quand on ne sait pas où l'on va, quand on n'offre pas de perspective et quand on gouverne à court terme... Mais y en avait-il en 1943 ? Il y avait l'espoir, évidemment, en fait, sans doute d'un renouveau. Il y a cette réalité de combat. Il y a cette réalité quand même troublante qui est que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que dans des sociétés en guerre, en crise, très pauvres, on se projette en fait dans les enfants, peut-être parce on espère qu'ils vivront dans un monde meilleur, alors que dans des sociétés arrivées comme la nôtre à maturité, si on peut dire, l'avenir n'est plus un sujet, mais pourtant c'en est un. Si je reviens à une considération alors beaucoup plus politicienne, est-ce qu'on peut imaginer, puisque la question de l'augmentation, l'hypothèse de l'augmentation des impôts, rappelons-le, c'est issu d'une réunion avec des députés macronistes où Gérald Darmanin a abordé le sujet, nos confrères du Parisien en ont parlé en particulier. La question politicienne, c'est est-ce qu'il s'agit d'un signal envoyé à la gauche pour essayer d'élargir l'assiette de Michel Barnier ? Apparemment, oui. Les ballons d'essai qui sont envoyés, attention, on parle de rumeurs, encore une fois, on parle de petites phrases qui auraient été prononcées, c'est d'aller chercher ce supplément de fiscalité, d'un côté dans des grandes entreprises qui feraient de super profits, et de l'autre auprès de Français qui ont les plus hauts revenus. Ça semble d'ailleurs extrêmement fondé parce que ça répond à une attente profonde, non seulement de la gauche, mais je dirais sans doute d'une majorité des Français. La question, c'est on est arrivé à un niveau de prélèvement obligatoire tel que jusqu'où on veut monter sur le chiffre global. Mais évidemment, si je vous demande si vous voulez payer plus d'impôts, vous allez certainement me dire que non. Par contre, vous avez de très bonnes idées pour les faire payer aux autres. Et si les autres, c'est moi, je trouverais que cette idée n'est pas finalement si excellente que ça. Donc, c'est une vraie question. Mais sur le fond, c'est un signal. On peut se souvenir que Michel Barnier, c'est un gaulliste social. C'est pas seulement un homme de droite. Et c'est peut-être ça qu'il veut rappeler aussi. Et c'est aussi nécessaire dans un moment où, à droite, enfin, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, on fait remonter aussi des attentes très fortes des Français en termes de justice sociale. Jean-Pierre Denis, pourtant il y a des auditeurs qui sont prêts à payer plus d'impôts. Christophe qui nous dit qu'il fait partie des Français qui gagnent le plus et il était prêt pendant la crise en 2020 à donner à l'État l'épargne extrêmement élevée supplémentaire qu'il avait cette année-là. Mais c'est généreux, mais c'est vrai parce qu'il y a réellement une question auprès des gens qui ont les plus hauts revenus. En ce moment, il va falloir faire un effort particulier. La question, c'est est-ce que cet effort consiste à jeter en fait de l'argent dans un puits sans fond, c'est peut-être surtout ça le sujet, ou est-ce que c'est pour réformer vraiment les finances publiques ? Et je pense que beaucoup de contribuables seraient plus prêts à accepter ça s'il y avait vraiment une politique de réforme derrière. Le débat du jour qui se poursuit. Tous les jours, le meilleur de la musique classique est en représentation dans Tous Mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi dès 16h sur RCF. Retraité, senior, ancien, aîné, peu importe le mot. Une chose est sûre, vous entrez dans le temps de la retraite. Envie de souffler, mais des projets plein la tête ? Alors rejoignez le mouvement chrétien des retraités, le MCR. Écoute, amitié, partage, échange sur vos vies et les grands problèmes de société à la lumière de l'Évangile. Venez témoigner du bonheur de vivre et de croire.
Renseignements et informations au 01 43 20 84 20 et sur www.mcr.asso.fr. Vous écoutez RCF à la Mastre sur le 102.3. Avec la chronique Ce jour dans l'histoire, Bruno Fuma fait plusieurs bonds dans le passé pour vous raconter les anecdotes du jour. En 3 minutes, découvrez ou redécouvrez les petites et la grande histoire. Ce jour dans l'histoire, c'est du lundi au vendredi à 17h55 sur RCF et quand vous le voulez sur l'application RCF. Il est 9h30 sur RCF et Radio Notre-Dame et les informations sont présentées par Suzanne Marion. En Nouvelle-Calédonie, 2 hommes ont été tués par balle lors d'une opération des forces de l'ordre dans la nuit, ce qui porte à 13 le nombre de décès depuis le début des émeutes en mai. Un couvre-feu est toujours en vigueur dans l'archipel, il va même être renforcé autour du 24 septembre, jour férié sensible qui marque la prise de possession du Caillou par la France en 1853. Un couvre-feu partiel est mis en place en Martinique, une décision du préfet pour limiter les violences urbaines qui explosent depuis le début de la semaine. Des commerces ont été envahis et incendiés, 11 policiers ont été blessés par balles. Ces émeutes éclatent dans le cadre d'un mouvement de contestation contre la vie chère. Selon l'INSEE, en 2022, les prix alimentaires y sont 40% plus élevés qu'en métropole et près de 27% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté contre moins de 15% de la population dans l'Hexagone. La situation budgétaire de la France est très grave, a déclaré Michel Barnier. En difficulté pour former son gouvernement, le Premier ministre a annulé hier ses rendez-vous avec les représentants des députés macronistes et de la droite républicaine. Au Liban, après les beepers, les talkie-walkie des membres du Hezbollah ont explosé hier. Le ministère de la Santé fait état de 20 morts et 450 blessés, ce qui s'ajoute aux 9 morts et nombreux mutilés de mardi. Le Hezbollah accuse Israël d'être derrière ces 2 vagues d'explosions. Le pays n'a pas réagi. Un conseil de sécurité de l'ONU se tiendra en urgence demain. Les Nations Unies qui réclament la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois à venir. La résolution appelle aussi les États membres à mettre fin aux importations venant des colonies et à la fourniture d'armes à Israël si celles-ci pourraient être utilisées dans les territoires palestiniens. Une résolution non contraignante qu'Israël a qualifiée de décision honteuse et cynique. En Ligue des Champions, les footballeurs du PSG ont gagné 1-0 contre Gérone hier. Ce soir, Brest dispute le premier match de son histoire en Ligue des Champions. Pour son entrée en lice, le club reçoit les Autrichiens de Graz. Et au même moment, Monaco accueillera Barcelone sur sa pelouse. Merci beaucoup Suzanne Marion, on vous retrouve à 10h. Êtes-vous prêt à payer plus d'impôts pour sauver la France? Continuez à nous le dire par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Et vous, Louis, êtes-vous prêt à payer plus d'impôts? Alors pour sauver la France, vous êtes un peu lyrique, peut-être déjà les finances publiques en premier lieu. Ça, c'est vrai que c'est une vraie interrogation aujourd'hui. On a pu en rappeler les chiffres, les tenants et les aboutissants. On va continuer un petit peu sur ce sujet avec Fabrice Madouas et Jean-Pierre Denis pour savoir d'un côté qu'est-ce qu'il faudrait bouger comme type d'impôt parce que tous les impôts ne s'équivalent pas et n'ont pas la même incidence. Et puis peut-être de dire que notre situation, Fabrice Madouas, n'est pas nouvelle. Non, la situation en fait n'est pas nouvelle. 1958, on se souvient du plan qu'on a appelé le plan Rueff-Pinet. 1958, la situation des finances publiques en France était catastrophique, des déficits également en fait très très profonds. Et finalement, donc il y a la Ve République qui arrive, et puis il y a surtout en fait la décision de mettre un plan qui était un plan aussi préparé par Jacques Rueff, qui était un plan dans lequel on diminuait vigoureusement quand même les dépenses publiques. Bon, on n'en a pas parlé, on considère effectivement, il y a quand même plusieurs leviers. Il y a la dépense publique, c'est vrai qu'il est compliqué aujourd'hui en fait de le faire, on l'a bien vu, les différents gouvernements ont du mal à couper dans ces dépenses, mais en 1958, on l'avait fait. Donc le plan OEF reposait essentiellement sur une diminution des dépenses publiques et aussi, mais ça c'est une arme en fait qu'on ne peut plus désormais utiliser, une dévaluation massive du franc. Dévaluation du franc qui avait relancé les exportations et qui avait permis aussi de relancer la croissance. Bon, désormais que l'on est dans la zone euro, on voit bien en fait qu'on s'est privé de cette disposition-là, quoi. Et au contraire, la zone euro a favorisé notre endettement. Puisque... Voilà. Et le plan OEF a permis quand même de relancer la croissance, comme on le sait. Jean-Pierre Denis, sur la question justement de savoir quel impôt bouger.
Là, ce qui est sur la table, c'est plutôt une augmentation de la fiscalité peut-être exceptionnelle sur les très grandes entreprises qui font qui ont des très bons résultats, et une augmentation des tranches d'imposition sur le revenu, sans doute, ou enfin, c'est ça qu'on croit comprendre, hein, encore une fois avec beaucoup de précautions, pour les contribuables les plus aisés. Hein. Je crois que la tranche supérieure, c'est 45%. Si vous avez plus de 160 000 euros de revenus, bon, voilà, on parle quand même de tranches de revenus, de population qui ont les moyens d'être, comme vous, Louis, de très bons citoyens et d'apporter leur contribution à l'effort de redressement national. Mais c'est une journée de travail à Radio Notre-Dame. Voilà, on sait que les matinaliers, par exemple, c'est une profession extrêmement lucrative. Mais bon, une fois qu'on a plaisanté un petit peu avec ça, voilà, encore une fois, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on a une tendance à la hausse des prélèvements obligatoires. À un moment donné, il va falloir trouver une solution en s'attaquant aussi au volet des dépenses. Et encore une fois, c'est extrêmement difficile parce que les dépenses sont d'abord des dépenses sociales. Pourtant, ce que les Français perçoivent, c'est ce qu'on appelle la dégradation des services publics. Voilà, la poste a fermé, des questions de proximité. Mais en réalité, je ne dirais pas une goutte d'eau, mais je ne dirais pas que c'est anecdotique parce que c'est très important dans la perception qu'on a. Mais c'est vraiment très compliqué d'aller trouver des financements à la hauteur de ce déficit. Et vous parliez tout à l'heure, Jean-Pierre, justement du consentement à l'impôt. On est prêt à payer si on trouve du sens à ce que l'on donne. Et c'est vrai que quand on voit la poste fermée, la gare fermée, etc., on se dit mais pourquoi paierais-je davantage alors que les services ne cessent de reculer? Ça, c'est quand même compliqué à faire passer dans l'opinion, cette idée-là. Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a cette perception du déclin des services publics. Alors je dis perception si nos auditeurs nous écoutent dans des endroits où c'est une réalité, je m'excuse de la formulation, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un impact en fait extrêmement fort dans ce que l'on, enfin c'est ce que l'on voit en fait des finances publiques. Donc on a l'impression de payer toujours davantage pour des prestations en somme de moins en moins bonnes. Là, je pense que c'est en réalité une impression qui est encore une fois prise globalement, même si localement c'est pas le cas, pas tout à fait juste, parce que voilà, nous sommes quand même malgré tout un pays dans lequel les retraités ont, je parle encore toujours très globalement, pas des cas particuliers, on dépense beaucoup pour nos retraites, on dépense beaucoup pour notre santé. La TVA, ça touche tout le monde. L'impôt sur le revenu en France est progressif. Est-ce qu'il y a Fabrice Madouas, une préférence? Alors, non, mais c'est vrai que la TVA, c'est non pas relativement indolore, mais sans doute moins douloureux que voilà, un point de TVA, ça rapporte, alors je n'ai pas exactement, mais ça rapporte quand même beaucoup plus en fait finalement que l'augmentation des impôts. Et puis il y a la question aussi de l'assiette voilà, sur laquelle repose l'impôt. C'est vrai qu'on disait qu'il y avait un foyer sur deux en France qui ne payait pas l'impôt. Faut-il faire contribuer davantage ceux qui ne paient pas? Même de façon minime, je veux dire, c'est un effort civique finalement en contrepartie en fait des services publics dont on dispose. Il y a quand même aussi une autre question, mais bon, qui est aussi une question en fait de dépenses et de finances. C'est la question de la démographie médicale. Je veux dire, on parle de la détérioration en fait des services publics, de la poste, etc. L'une des vraies difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de médecins. Voilà, politique d'ailleurs qui a été conduite pour des raisons d'économie, puisque le numerus clausus, donc la formation des médecins avait diminué, le nombre de médecins a beaucoup diminué. Donc il faudrait aussi penser à ça. À présent, on va parler du synode. Le synode dont la deuxième phase va s'ouvrir bientôt en octobre. Alors il y a de multiples pistes pour en parler. La place des sujets sociétaux dans le synode, les abus, la guerre, les migrants, la cérémonie pénitentielle, le péché contre la synodalité, par exemple, des sujets proprement occidentaux, l'ordination des femmes, le mariage des prêtres, etc. Toutes ces questions-là se posent. Quid de la décentralisation aussi de l'Église, si on raisonne sur le terrain de l'organisation et du pouvoir? Voilà quelques-uns des angles que le synode pourrait aborder. Y a-t-il des changements profonds à attendre de cette deuxième phase du synode? Jean-Pierre Denis, Fabrice Madouas. Jean-Pierre? Mon cher Louis, je sens que vous avez une tendance à pécher contre la synodalité. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais je vous soupçonne de pécher contre la synodalité. Bon, alors,
pour parler de choses Pour quelle assez raison sérieuses et pour répondre, le fait que vous releviez cette formulation me semble un indice Le péché contre la synodalité. d'un certain scepticisme de votre part à ce propos. Alors pour parler sérieusement de cette affaire-là de synode, moi je pense depuis le début que la montagne va accoucher d'une souris et que c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire, on a mis la barre très haut, on a attendu qu'il se passe quelque chose. Parfois, les déclarations du pape ont à la fois tour à tour semblé vouloir accélérer un certain nombre de réformes, puis les stopper net. Et au fond, le processus aujourd'hui, je pense, est devenu assez difficilement lisible. Voilà, c'est la première chose que j'aurais envie de dire. Et puis, il y a quelque chose d'un peu nébuleux. Oui, le synode sur la synodalité, bon, on ne sait plus trop, en fait, en réalité, de quoi on parle. Peut-être qu'on aurait gagné à avoir un objet du synode plus modeste, limité à un certain nombre de points bien définis et sur lesquels on puisse discuter. Mais alors, il faut quand même dire aussi qu'on est, nous, catholiques en France, pas souvent d'accord entre nous sur la façon dont l'Église devrait être gouvernée, évoluer ou pas. On a quand même des débats assez vifs. Alors, quand on parle à l'échelle de l'ensemble de l'Église universelle, de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde, 1,3 milliard, je crois, il y a des différences culturelles qui sont majeures, qui sont encore plus fortes que les différences idéologiques déjà très fortes qu'il y a en France, qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Allemagne. Et donc, en réalité, c'est extrêmement compliqué. C'est peut-être, je ne sais pas, tiens, si c'est plus simple de réformer les finances publiques ou de réformer la gouvernance de l'Église catholique. Fabrice Madoise. Non, mais c'est vrai, synode sur la synodalité, déjà la terminologie est éminemment complexe et il est très difficile. Pour avoir été responsable de la communication d'un diocèse, je peux vous confirmer qu'il est très difficile en fait d'expliquer ce qu'est la synodalité et un synode sur la synodalité plus encore. Juste une remarque, on estime qu'à peu près 150 000 personnes avaient en France participé à la préparation du synode dans sa première phase. Ce qui me trouble un peu, c'est que finalement, il y a relativement peu de jeunes en fait qui ont participé à la préparation. 150 000 personnes. 150 000 personnes, pardon. Oui. Oui, c'est ce que vous avez dit, Fabrice. Fabrice. 150. Oui. Non, 150 000 personnes. Quand même. Mais voilà. Mais quand même très peu de jeunes. Finalement, les personnes qui ont préparé ce synode sont des gens qui étaient déjà investis dans le fonctionnement de l'Église, des responsables en fait d'associations catholiques, etc. Et la question en fait que je me pose, c'est effectivement où sont les jeunes là-dedans et est-ce que l'on prend en compte leurs aspirations. On parlait tout à l'heure de sens, la question du sens. Je veux dire, là on est dans une réflexion sur le fonctionnement en fait de l'Église. Est-ce que les jeunes se retrouvent dans cette question, dans ce questionnement? Je voudrais juste citer... C'est de la réunionnite interne, alors? Non, c'est pas de la réunionnite interne. Voilà, sans doute y avait-il une nécessité, mais je crains que, effectivement, on ait un peu décentré le sujet. Je veux dire, quid de l'Église, quid de la mission de l'Église. Alors, on parle d'une Église missionnaire, certes, mais la mission, c'est précisément en fait de présenter le Christ, de proposer le Christ. Voilà, c'est ça, c'est de préparer en fait les gens au salut. Moi, la question du salut, je ne la retrouve pas dans ce questionnement en fait sur la synodalité, sur un mode de fonctionnement. On est un peu, je veux dire, comme dirait De Gaulle, on est un peu dans l'intendance. Et même s'il y a en fait de vraies questions, on est un peu dans l'intendance. Juste une citation du sociologue en fait que vous connaissez bien, Yann Raison du Closou. Il dit que les jeunes ont une expérience complètement différente de celle des seniors et que les seniors considèrent leur pratique, celle des jeunes, comme un retour au passé, comme trop traditionnelle. Cette opinion des jeunes dans l'Église a du mal à percer parce qu'elle est très souvent disqualifiée par l'opinion des seniors. Donc voilà, il y a une guerre de génération. Il y a aussi effectivement une différence d'approche et qui est une différence générationnelle. Jean-Pierre Denis. Alors, il y a une différence générationnelle, c'est assez évident et c'est incontestable. Après, est-ce que ça... Comment dire, si on compare le synode avec ce qui se passe dans les partis politiques, dans les syndicats, voire même lors des élections, on a toujours ce phénomène de seniors qui sont beaucoup plus impliqués
Ils ont plus de temps peut-être, surtout en particulier évidemment les retraités. Ils sont plus engagés. Et il y a quand même, malheureusement, dans l'Église catholique, là encore, on revient à la question qu'on abordait tout à l'heure de la natalité, il y a quand même dans l'Église catholique en Occident une pyramide des âges qui est quand même, en réalité catastrophique. Voilà, l'Église catholique, c'est essentiellement des têtes grises ou blanches. Donc il y a une disproportion, effectivement, et les attentes des jeunes catholiques sont certainement peu représentées, mais parce qu'eux-mêmes sont, en tout cas, par exemple en France, malheureusement, trop peu nombreux. Quel point auriez-vous aimé voir abordé au synode si vous aviez eu la possibilité d'en écrire le menu ? Fabrice Madoise. C'est une question en fait qui est très vaste, mais pour rester sur la question des jeunes, je pense que la question de la formation des jeunes, de la transmission de la foi, comment est-ce que l'on transmet la foi à des jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'ils peuvent rendre compte, comme nous le demande l'Évangile, justifier en fait de notre foi, ça je pense qu'il y a une nécessité de formation, et pas simplement des jeunes, en règle générale. Je crois qu'il y a quelques décennies déjà en fait que ce sujet-là est en jachère. Et donc, je pense que vraiment, il y a un questionnement sur le principe, en fait, sur les fondamentaux. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faudrait mettre l'accent, apporter, sinon des réponses, mais en tout cas des arguments, former les jeunes à un catéchisme, en fait, plus simple peut-être que celui qu'il est aujourd'hui. En juillet dernier, le Vatican a publié l'Instrumentum Laboris, qui est le document de travail qui va guider cette session du synode. Dedans, on parle de la formation, en particulier de la formation pour les femmes et la place des femmes. Est-ce que les points sur la formation qui sont dans ce document de travail vous conviennent ou vous attendiez plus de concret peut-être ? Oui, plus de concret et puis voilà une forme de simplicité. Je veux dire, c'est vrai que la complexité en fait du processus est telle qu'aujourd'hui on n'a pas réellement envie de s'engager. Alors il y a des sujets évidemment qui méritent d'être levés, mais il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels le pape de toute manière a pris position en fait très clairement. Donc pas d'ordination des femmes. Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets qui de toute manière ne seront pas traités en fait au synode. Alors le paradoxe, c'est que justement, on ouvre peut-être un débat, et puis on sait que le débat est déjà fermé. C'est un peu ça l'impression que ça donne, Jean-Pierre Denis ? Oui, en tout cas, votre question sur quel synode faire sur quel sujet, honnêtement, ça me fait penser un peu à la démocratie participative selon la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on vous demande de choisir entre des sujets qui ne sont pas du même ordre. Est-ce que vous voulez planter des fleurs, restaurer un monument historique ou loger les sans-abri ? Donc, je le sais parce que je suis parisien et que j'ai voté pour, j'invite d'ailleurs les auditeurs à le faire, pour la restauration des fresques de Flandrin dans l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Voilà, c'était un petit coup de publicité. Non, je plaisante toujours, mais vous voyez, on est amené à choisir entre des sujets qui n'ont rien à voir. Donc évidemment, si vous me dites, est-ce qu'il faut faire un synode sur l'évangélisation ou un synode sur l'institution ? Je veux un synode sur l'évangélisation. Néanmoins, il y a un problème sur l'institution. Donc on pourrait faire de temps en temps des synodes sur l'évangélisation et de l'autre sur des matières qui sont plus institutionnelles. En réalité, quand on regarde ce qui se passe vraiment, il y a deux sujets qui sortent. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est la place des femmes. Et le deuxième, c'est la question du pouvoir à travers celle des abus. Le problème de la place des femmes dans l'Église, il est très difficile à aborder à l'échelle internationale parce qu'on a des positions qui sont sur ces sujets-là, des cultures qui ne sont pas au même état de développement. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, on ne voit pas les choses de la même manière en France et en Afrique ou en Asie, par exemple. Donc, c'est une vraie question. Donc, pour amener là-dessus à des réponses concrètes, à des problèmes concrets, c'est extrêmement difficile. Pour parler, pour discuter et dire « Cher ami, je ne suis pas d'accord avec vous », c'est facile. Mais est-ce que le synode peut arriver à quelque chose ? La deuxième question, c'est celle des abus. Je pense que cette question mériterait un synode en soi spécifique et elle ne gagne pas à être noyée dans une liste, un peu un inventaire à la Prévert de sujets. C'est le cas notamment, toujours un peu le cas des cérémonies pénitentielles. C'est le cas d'ailleurs finalement de la prière universelle, la messe le dimanche. C'est toujours un peu une liste, un inventaire à la Prévert, une liste de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et peut-être une collection, une énumération de bons sentiments. C'est toujours le danger. Mais je trouve que cette question des abus est devenue tellement importante, elle traîne depuis tellement longtemps que ça serait vraiment nécessaire qu'elle soit l'objet d'un synode à proprement parler. Voilà. Et avec cette
cette thématique extrêmement large qui part un petit peu dans tous les sens, enfin, finalement, on est exposé au risque de plus rien comprendre. Et donc le problème de lisibilité dont vous parliez tout à l'heure. Vous pouvez continuer à réagir direct @radionotre-dame.com à ce débat du jour et à ce que disent nos débatteurs Jean-Pierre Denis, Fabrice Madouas. La place des femmes, vous en parliez à l'instant, Jean-Pierre Denis. 2 ans après la mort de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne arrêtée par la police des mœurs. C'est la sortie du film Les graines du figuier sauvage, tourné en clandestinité en Iran, qui représente tout un symbole et dont on va parler à présent. Le film a été l'un des chocs du dernier festival de Cannes. Il est reparti avec un prix spécial du jury. Le réalisateur Mohamed Rasoulov a dû fuir l'Iran secrètement après avoir tourné ce thriller paranoïaque sur un enquêteur en pleine répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Qu'est-ce que cela nous dit de la société iranienne aujourd'hui ? Fabrice Madouas, Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre ? J'ai vu ce film hier soir et je vous remercie d'en parler. C'est un choc. Bon, vous savez, il y a un grand cinéma iranien, il y a une grande tradition d'une cette grande civilisation, grande culture. C'est pas d'aujourd'hui qu'un très grand cinéma iranien. Vous avez évoqué le réalisateur, les actrices, les 3 actrices principales ont dû aussi quitter le pays. On se demande comment ce film a pu être tourné, évidemment, clandestinement dans le pays avec toute une équipe technique qui risque énormément. Les gens sont encore là-bas. C'est une façon de démonter avec beaucoup de façon implacable, de revenir en fait sur le mouvement de révolte des jeunes générations et des femmes, Femmes, Vie, Liberté, qui a secoué l'Iran, et de l'évoquer à travers un conflit intrafamilial entre un collaborateur de la répression et ses filles qui sont du côté de la révolte. Voilà, on oublie, en France, on oublie un peu facilement qu'il y a dans ces pays-là qui sont soumis à cette tyrannie, à ce totalitarisme en réalité, ou à des régimes d'abus. On oublie qu'il y a une société civile qui ne se résigne pas et qui se révolte. Alors j'ai pensé, en sortant de ce film, j'ai pensé à ce député LFI, je crois il y a quelques jours, disait le voile, c'est comme le rouge à lèvres. Allez donc demander aux Iraniennes si le voile, c'est comme du rouge à lèvres. Alors peut-être que c'est le cas pour un certain nombre de... La question émerge dans le film. Peut-être que c'est le cas pour un certain nombre de jeunes Françaises ici, c'est possible, mais en tout cas en Iran, c'est vraiment pas le sujet. Et le voile, c'est l'acte même qui... en fait, oppresse non seulement les femmes, mais cette société. Alors, il y a eu pas mal de films. Il y a eu Tatami qui est sorti il y a quelques semaines, qui raconte... c'est la fiction d'une athlète sur laquelle on fait pression pour qu'elle renonce à concourir pour ne pas risquer d'affronter une athlète israélienne en finale. Il y a pas mal de films et c'est assez encourageant de voir... ces réalisateurs extrêmement courageux, ces actrices formidables. Dans des conditions de fabrication tout à fait exceptionnelles, puisque le film, comme vous l'avez dit, a été tourné clandestinement, avec notamment aussi des images d'amateurs qui permettent de c'est un mélange, plus de concrétiser la chose. Effectivement, c'est un mélange d'images documentaires et insérées dans une fiction. Et c'est vrai que revoir ces images filmées en fait par les passants, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. Fabrice Madouas. Malheureusement, je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, vous me donnez envie d'y aller, bien évidemment. Alors, on sait de toute manière que depuis des années déjà, il y a cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui a été massacrée en fait par les gardiens de la Révolution parce qu'elle portait en fait mal le voile. Et on sait en fait les manifestations qui ont suivi justement cette voilà. Alors ça s'est un peu calmé, c'est moins massif en fait aujourd'hui, mais ce mouvement en fait de contestation perdure, bien évidemment. Je recommande, je n'ai pas vu le film, mais je recommande la lecture d'un livre qui est La face cachée des mollahs d'Emmanuel Razavi, qui a consacré en fait une enquête à ce qui se passe en Iran. Voilà, et donc l'Iran, en fait, c'est un pays où la démocratie, enfin où le pouvoir est confisqué économiquement, politiquement, mais économiquement également. Le poids des gardiens de la Révolution dans l'économie est considérable. Et donc voilà, c'est un pays qui étouffe aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, peut-être faut-il le souligner, c'est qu'il y a aujourd'hui, on le sait, par des témoignages recueillis dans le pays, qu'il y a quand même beaucoup de conversions d'Iraniens au christianisme. Voilà. Et là, et
quand on les interroge, en fait, c'est aussi parce que le christianisme, c'est pour la liberté. Voilà, c'est en tout cas l'un des arguments. Voilà. Et puis, il y a évidemment, au-delà de la liberté, cette adhésion à la personne du Christ. La question du voile se pose-t-elle de la même manière en Iran ou de manière particulière dans ce pays-là, ou bien transcende-t-elle en fait tous les pays musulmans? Est-ce qu'on peut prendre ce film, comme d'autres films, comme une métaphore de l'ensemble des rapports entre la femme et l'islam? Moi, je formulerai l'hypothèse que je ne peux pas vraiment démontrer, mais dans laquelle je crois, ou peut-être que je veux croire, que l'Iran a été en avance dans l'imposition du voile. C'est la révolution islamique qui a fait finalement tache d'huile. Hein. C'est vraiment le moment où les femmes se sont mises à se voiler et où l'islamisme s'est installé au cœur de la vie politique. L'Iran a été en avance, il est donc plus avancé dans l'expérimentation de ce système. Aujourd'hui, il ne reste en fait plus rien que de la corruption et un régime policier. Et donc, on voit que les Iraniennes, et en tout cas c'est la thèse du film, qui est évidemment, c'est un film à thèse, hein, c'est une démonstration, donc c'est peut-être pas la totalité de la société iranienne, mais enfin, on sent que dans les jeunes générations, il y a une rupture définitive en fait avec cette idéologie et avec la façon dont elle était imposée sur fond aussi de crise sociale. Donc moi je dirais avec une forme peut-être de volontarisme ou d'optimisme que l'Iran est en avance. Fabrice Madouas. On voit bien en fait que les mollahs, les ayatollahs ont imposé aussi leur système justement à travers le voile. Le voile n'est pas simplement en fait un symbole religieux ostentatoire comme on dirait. C'est aussi en fait un manifeste politique. Et c'est vrai qu'il y a eu une stratégie d'occupation de l'espace public par le voile, et ça a commencé en fait quand même par là, quoi. Donc il faut se souvenir. Et pour le reste, alors peut-être je serai un petit peu moins optimiste en fait que Jean-Pierre Denis. On voit bien qu'à travers en fait les frères musulmans partout dans tous les pays du Maghreb y compris, il y a quand même une avancée en fait du voile, en tout cas une volonté des frères musulmans, que ce soit des sunnites en l'occurrence ou que ce soit des chiites, d'imposer le voile. Voilà. Qu'est-ce que cela amène dans notre regard, nous qui voyons dans la rue, dans les transports, certains disent de plus en plus de femmes voilées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce genre de film nous invite à penser? Jean-Pierre Denis, Fabrice Madouas, est-ce que ça a une incidence sur notre regard sur le phénomène du voile chez nous? Je pense qu'effectivement, alors, il vaudrait la peine sans doute que vous invitiez des jeunes femmes qui ont quitté, qui ont fui l'Iran et qui aujourd'hui en fait se retrouvent en France, en France comme dissidentes. Comme dissidentes et sont aujourd'hui confrontées en fait à cette question de revendication en fait de certains mouvements et puis du voile. Alors je ne veux pas aller jusqu'à l'exagération, mais l'Afghanistan aujourd'hui, on en est à interdire aux femmes de s'exprimer publiquement. On ne peut plus entendre en Afghanistan, dans la rue, la voix des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, non seulement elles sont emprisonnées en fait, derrière leur burqa, mais en plus, on ne peut plus les entendre. Elles sont muettes, elles sont condamnées au mutisme. C'est affolant. Une dernière réflexion, Jean-Pierre, très rapidement. Très rapide. Non, ce qui est compliqué, c'est que en fait, un certain nombre de jeunes femmes en France choisissent de se voiler, soit parce que c'est justement une façon d'être à contre-courant de la société, de provoquer un petit peu. Est-ce que c'est une pression culturelle? En fait, c'est très difficile de comparer, et pourtant, évidemment, il y a un lien entre ces phénomènes à l'échelle internationale. Jean-Pierre Denis, journaliste et écrivain, chroniqueur à la Croix l'Hebdo, auteur aussi de Nul n'est censé ignorer la météo chez Ad-Soleil. Merci beaucoup Fabrice Madouas. Vous êtes secrétaire général de la rédaction de l'hebdomadaire France Catholique. Et merci Louis, on se retrouve demain matin.